Les flammes de l'aube galactique. Il n'existe pas de civilisation plus dangereuse que celle qui a appris à mourir debout. Inscription gravée sur le mémorial de la première résistance, Terre, 2741. Prologue: ce que les étoiles ont vu. Il y a des moments dans l'histoire d'une galaxie où tout bascule. Pas lors des grandes batailles dont on grave les noms dans le marbre. Pas lors des traités signés sous les lustres des chancelleries. Pas même lors des discours prononcés devant des milliards d'écrans. Non. Les vrais tournants de l'histoire se produisent dans des endroits que personne ne regarde. Sur une colonie minière sans nom, à la frontière de l'espace connu, un homme regarda des enfants courir sous les bombes. Et prit une décision. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une guerre. C'est l'histoire de ce que l'humanité choisit d'être, quand plus rien ne l'y oblige. Chapitre 1: L'homme qui refuse les ordres. Secteur Veldry est cette colonie minière d'Oshara de 1947 de l'ère commune. Le HSF Kestrel n'était pas un beau vaisseau. Les officiers d'apparat qui défilaient sur les cuirassés étincelants de la Fédération lui auraient ri au nez. Une coque longue de 420 mètres, marquée d'impacts anciens que les techniciens avaient rebouchés sans se soucier de la peinture. Des nacelles de propulsion légèrement asymétriques résultat d'une réparation de fortune sur Sinus 4 dont personne ne se souvenait clairement. Une tourelle ventrale dont le système de ciblage avait une tendance bien connue à dériver de 0,003 degrés vers la gauche en cas de forte gravité. Le commandant Julien Moreau connaissait chaque défaut de son vaisseau. Il l'aimait pour cela. Il était assis dans son fauteuil de commandement, les coudes sur les accoudoirs usés, les mains jointes devant son visage. 42 ans. Cheveux noirs coupés courts, légèrement grisonnants aux tempes depuis cette affaire à Proxima 3 dont il ne parlait jamais. Une cicatrice fine qui courait de son sourcil gauche jusqu'au milieu de la joue au souvenir d'un éclat de verre lors d'une dépressurisation, pas d'un combat héroïque, contrairement à ce que certains membres d'équipage chuchotaient. Des yeux sombres qui observaient tout, jugeaient vite, et ne laissaient presque rien transparaître. Presque. Commandant. La voix appartenait au lieutenant Samir Al-Rachid, son officier de navigation. 28 ans, né sur la station orbitale de Mercure, visage anguleux et concentré. L'homme le plus calme que Moreau n'ait jamais connu, ce qui rendait son ton inhabituellement tendu particulièrement remarquable. Je vois, dit Moreau. Sur l'écran principal, la colonie d'Oshara brûlait. Oshara. Un nom que la majorité de la galaxie n'avait jamais entendu. 5000 habitants. Des mines de cristaux ferromagnétiques utilisées dans la fabrication de circuits de navigation. Une cité basse nichée entre deux formations rocheuses ocre, avec des serres hydroponiques en bordure et un port spatial capable d'accueillir une douzaine de vaisseaux de taille modeste. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas rien non plus. Les Varak étaient arrivés depuis 3 heures. Leur flotte, 7 destroyers de classe Vrtan et 2 vaisseaux de commandement avaient émergé de l'hyperespace à la périphérie du système avec la lenteur calculée de ceux qui savent qu'aucune résistance ne leur sera opposée. Leurs drones de bombardement avaient précédé toute communication, toute sommation, tout semblant de négociation. Les Varak ne négociaient pas avec ce qu'ils considéraient comme du bétail. Sur les écrans du HSF Kestrel, les images en temps réel transmises par les sondes passives montraient des colonnes de fumée noire s'élevant de ce qui avait été, quelques heures auparavant, le quartier résidentiel d'Oshara. Des silhouettes couraient dans les rues. Des familles. Des travailleurs. Des enfants. Signal du QG, annonça l'enseigne Priya Okafor depuis la station communication. Deuxième transmission de confirmation. Li. HSF Kestrel, confirmé réception des ordres précédents. Mission, observation et collecte de renseignements uniquement. Engagement interdit. Répétons, engagement interdit. Situation diplomatique extrêmement sensible. Attente de directive du Conseil de la Fédération. Moreau ne répondit pas immédiatement. À sa gauche, debout à sa station de combat, la commandante en second Sarah Martin observait elle aussi les écrans. 36 ans, native de Lyon-Nouvelle et l'une des premières mégacités construites sur Mars, avant qu'on renonce à lui trouver un autre nom que celui de sa ville fondatrice. Cheveux auburn coupés à l'épaule, uniforme impeccable,
posture de quelqu'un qui a appris à ne rien laisser paraître. Elle était l'opposé de Moreau sur presque tous les plans. Là où il improvisait, elle planifiait, là où il tranchait vite, elle pesait chaque option, là où il portait ses cicatrices à l'extérieur, elle gardait les siennes profondément cachées. Ce qui ne l'empêchait pas de fixer les images d'Oshara avec une intensité qui allait au-delà du professionnel. « Samir », dit Moreau doucement. « Distance au premier destroyer ennemi ? 400 000 km, commandant. Ils sont en orbite basse au-dessus de la colonie. Leurs boucliers d'énergie sont en configuration d'assaut planétaire. Ils ne s'attendent pas à une opposition orbitale. Armement ? Leurs tourelles principales sont orientées vers la surface. Les systèmes anti-vaisseaux sont en veille. Un silence. L'officier tactique, le lieutenant Durand Kepler 25 ans, natif de Kepler 442b, le premier monde extrasol ayant rejoint la Fédération de plein gré, tapota nerveusement sa console. Commandant, nos missiles à charge fractale ont une portée efficace de 250 000 km. Si on accélère pendant qu'ils ont le dos tourné. Je sais. Un seul destroyer en tête de formation. Si on le neutralise en premier, les autres auront besoin de 80 secondes pour reconfigurer leurs systèmes offensifs. Fenêtre étroite, mais... Kepler. Commandant ? Je sais. Nouveau silence. Sur les écrans, une explosion soufflait l'un des dômes des serres hydroponiques. De l'eau et de la terre projetées dans l'atmosphère ténue d'Oshara, retombant en pluie de boue sur les ruines de ce qui avait été des récoltes pour l'hiver. Priya Okafor se racla la gorge doucement. Commandant, il y a une autre transmission. Pas du QG. Qui ? Canal d'urgence civile. Fréquence ouverte. C'est quelqu'un sur la surface. Elle hésita. Une enfant, je crois. Moreau ferma les yeux une demi-seconde. Passe-moi ça. La voix qui emplit le pont de commandement était petite, tendue, haletante. Elle parlait en standard galactique avec un accent d'Oshara, les voyelles légèrement aplaties, caractéristique de ceux qui avaient grandi sous une gravité légèrement inférieure à la normale. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un nous entend ? Il y a des gens qui brûlent. Mon frère est sous les décombres. Quelqu'un peut venir ? On vous en supplie. S'il vous plaît. La transmission se coupait et reprenait, parasitée par les interférences électromagnétiques des bombardements. Ils nous tuent tous. Pourquoi personne ne vient ? Pourquoi vous regardez et vous ne ? Puis le silence. Moreau ouvrit les yeux. Il regarda Sarah Martin. Elle soutenait son regard sans ciller, mais quelque chose dans la ligne de sa mâchoire s'était imperceptiblement durci. Il regarda Samir Al-Rachid. Le navigateur fixait sa console, les mains immobiles sur les commandes, attendant. Il regarda Durand Kepler. Le jeune officier tactique avait les yeux brillants. Il n'essayait pas de les cacher. Moreau se leva. Priya, dit-il, coupe la liaison avec le QG. L'enseigne Okafor le regarda une fraction de seconde plus longtemps qu'il ne le fallait. Bien, commandant. Samir, cap d'interception sur le destroyer de tête. Vitesse maximale de discrétion. Bien, commandant. Kepler, prépare les batteries fractales et les torpilles à impact. Configuration anti-bouclier en première salve, anti-structure en deuxième. Bien, commandant, répondit Kepler, et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Sarah. La commandante Martin s'avança d'un pas. Tu veux que je consigne une objection formelle, demanda-t-elle. Pour le rapport. Je veux que tu t'assures que notre équipage de pont est au poste de combat et que les soutes médicales sont prêtes à accueillir des blessés civils. Je ferai les deux, dit-elle. Et son expression, imperceptiblement, changea. Et la cour martiale ? Murmura-t-elle, assez bas pour que seul Moreau l'entende. On s'en occupera après. Après est un mot que j'aime. Il y avait, dans sa voix, quelque chose qui ne ressemblait pas tout à fait à de l'ironie. Le HSF Kestrel pivota dans le vide. Ses nacelles de propulsion légèrement asymétriques,
réparés de fortune sur Sinus 4 crachèrent un feu bleu-blanc en direction d'Oshara. 4 minutes plus tard, les premiers missiles fractales touchaient les boucliers du destroyer Varak de tête. Ce que les historiens écriraient, 2 siècles plus tard. La bataille d'Oshara dura 47 minutes. Le HSF Kestrel, seul vaisseau de guerre humain présent dans le système, neutralisa 5 destroyers Varak et contraignit les 2 vaisseaux de commandement restants à la retraite. Les pertes à bord du Kestrel s'élevèrent à 7 morts et 22 blessés. 4712 habitants d'Oshara survécurent. Le commandant Julien Moreau fut rappelé à terre pour répondre devant un tribunal militaire. Il ne le sut que bien plus tard. À ce moment précis, debout sur la passerelle de son vaisseau en feu, regardant les survivants d'Oshara sortir en foule de leurs abris, il ne pensait à rien de tout cela. Il pensait à la voix d'une enfant sur un canal d'urgence. Et à son frère sous les décombres. Chapitre 2 Le poids des conséquences. Terra Nova siège de l'amirauté fédérale 3 semaines plus tard. L'amiral Lena Dobrescu n'aimait pas les situations sans issue. 60 ans, cheveux blancs coupés ras, taille imposante, regard qui avait l'habitude de faire plier des généraux. Elle était debout devant la baie vitrée panoramique du bureau de commandement suprême de l'amirauté, les mains dans le dos, regardant les cités lumineuses de Terra Nova s'étendre jusqu'à l'horizon. Terra Nova. La première grande cité construite sur la deuxième Terre, une planète habitable à 4,1 années-lumière du système solaire original, terraformée en 2 siècles de travail colossal. La capitale de la Fédération depuis 100 ans. 2 milliards d'habitants. Des flèches architecturales qui montaient à 700 mètres. Des jardins suspendus entre les tours. Un ciel perpétuellement traversé de navettes et de lignes orbitales. Derrière elle, assis dans le fauteuil face à son bureau, Julien Moreau attendait en silence. Il avait l'air reposé. Ce qui était suspect. Vous savez ce que vous avez fait, dit Dobrescu sans se retourner. J'ai sauvé 4700 vies. Vous avez violé un ordre direct. Vous avez engagé les forces de la Fédération dans un conflit pour lequel le Conseil n'avait donné aucune autorisation. Vous avez potentiellement déclenché une riposte Varak contre nos territoires. Et vous avez mis la Fédération dans une position diplomatiquement intenable vis-à-vis du conglomérat stellaire qui nous accuse maintenant d'escalade. Elle se retourna enfin. Alors oui, vous avez sauvé 4700 vies. Et vous avez peut-être condamné 4 milliards de personnes. Moreau ne répondit pas immédiatement. Avec respect, amiral, dit-il finalement. Les 4 milliards étaient déjà condamnés. Ils ne le savent pas encore. Dobrescu le regarda longuement. Expliquez-vous. Les Varak n'ont pas arrêté leur progression depuis 2 ans. Ils avancent à une vitesse de 2 ou 3 systèmes par mois. Leur logique n'est pas la conquête territoriale, c'est l'élimination systématique. Toutes les espèces qu'ils ont rencontrées soit ont été réduites en esclavage, soit ont été exterminées. Il n'y a aucun traité possible avec eux. Le conglomérat le sait. Les 2 grandes puissances le savent. Ils choisissent de ne rien faire parce que les victimes actuelles ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le coût d'une intervention. Il s'arrêta une seconde. Ce que j'ai fait à Oshara n'était pas une erreur de jugement. C'était un message. Si quelqu'un doit dire à la galaxie que les Varak peuvent être arrêtés, que leur technologie n'est pas invincible, que leurs vaisseaux brûlent comme tous les autres, alors ce message devait venir de quelque part. Et vous avez décidé que ce quelque part, c'était vous. Je m'y trouvais. Avec des missiles à portée de tir. Et des enfants qui mouraient. Dobrescu s'assit lentement dans son fauteuil. La cour martiale vous recommande 18 mois de suspension et rétrogradation au grade de commandant de second rang. Moreau hocha la tête. Ce que le Conseil décide réellement, continua Dobrescu, est différent. Elle posa sur son bureau un dossier holographique. Des colonnes de données. Des communications chiffrées. Des projections cartographiques. Depuis Oshara, nous avons reçu des demandes de contact de 7 civilisations différentes. 4 d'entre elles font partie des membres les plus faibles du conglomérat. Les 3 autres sont indépendantes, dans des régions que les Varak n'ont pas encore atteintes.
Toutes veulent savoir la même chose. Comment un seul vaisseau humain a-t-il détruit 5 destroyers Varak en moins d'1 heure? Renseignements, anticipation et un système de ciblage défectueux. Pardon? Notre tourelle ventrale dérive de 0,003 degrés en forte gravité. Quand nous avons simulé les trajectoires d'évasion probables des destroyers, Kepler a intégré ce biais dans son calcul de tir. Les Varak ont manœuvré exactement où ils les attendaient. Dobrescu le fixa. Vous avez battu une flotte ennemie supérieure grâce à un défaut de fabrication et une bonne connaissance de son vaisseau. Oui. Un long silence. Puis les Moreau fut légèrement surpris de le voir. L'amiral Dobrescu esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Le Conseil ne va pas vous juger, commandant. Le Conseil va vous nommer capitaine et vous donner une mission. Elle fit pivoter le dossier holographique vers lui. La situation galactique se dégrade plus vite que nos prévisions les plus pessimistes. Nous avons besoin de quelqu'un capable de travailler avec des alliés non humains, d'improviser sous pression, et de prendre des décisions que les protocoles officiels n'ont pas encore envisagées. Moreau parcourait les données. Opération partagée, l'utile. Construction discrète d'une coalition de défense avec les civilisations menacées par les Varak. Sans passer par le conglomérat. Sans en informer les 2 grandes puissances. Dobrescu marqua une pause. Essentiellement, vous allez passer les 6 prochains mois à faire exactement ce que vous avez fait à Oshara, mais à plus grande échelle et avec l'autorisation officieuse du Conseil. Et officieusement officieuse. Si ça tourne mal, vous avez agi seul. Encore. Moreau referma le dossier. Qui d'autre est dans l'équipe? Vous choisissez votre équipage. Avec une condition. Laquelle? L'ambassadrice Lyra Varch vous accompagne. C'est elle qui gérera les contacts diplomatiques avec les civilisations alliées. Moreau prit une seconde. Une diplomate. La meilleure que nous ayons. Experte de cette culture galactique, négociatrice des accords de Vael Seti, parle 9 langues. Et elle connaît les Varak mieux que n'importe qui dans la Fédération. Elle a étudié ce qu'il reste de leurs victimes. Elle a de l'expérience dans les zones de combat? Absolument aucune. Moreau regarda le plafond une seconde. Bien. Chapitre 3 L'ambassadrice et le capitaine. Chantiers orbitaux de Callisto 4 jours plus tard. Le HSF Kestrel avait été réparé, réarmé, et discrètement upgradé avec plusieurs systèmes que Moreau n'avait pas demandé mais ne refusa pas. Nouvelle batterie d'interception antimissile. Module de brouillage quantique renforcé. Et sur insistance particulière de Kepler une mise à jour du système de ciblage de la tourelle ventrale qui corrigerait le fameux biais de 0,003 degrés. Moreau l'avait regardé faire et avait gardé ses pensées pour lui. Il était sur le pont d'accostage quand la navette de liaison arriva. Lyra Varch était plus jeune qu'il ne s'y attendait. 32 ans, peut-être 33. Petite, fine, avec des traits qui trahissaient des origines mêlées et Terra Nova côté maternel, probablement, et quelque chose d'autre, peut-être une des colonies du bras spiral. Elle portait l'uniforme diplomatique de la Fédération à gris-argent, col haut, sans le moindre insigne militaire avec une aisance qui suggérait qu'elle avait passé plus de temps dans des palais de négociation que dans des postes orbitaux. Elle portait un sac de voyage modeste et tenait sous le bras un volume physique épais, un livre, une vraie chose imprimée, ce qui était presque une excentricité à cette époque. Elle l'aperçut, s'arrêta, le jaugea. Il fit de même. « Capitaine Moreau, dit-elle. J'ai lu votre rapport sur Oshara. Ambassadrice Varch. J'ai regardé les images de votre négociation de Vael Seti. Et impressionnant. Vous avez réussi à faire signer un accord de paix à 2 civilisations qui se faisaient la guerre depuis 60 ans en moins de 2 semaines. Et vous avez réussi à provoquer un incident diplomatique majeur en 47 minutes. J'avais une équipe motivée. Elle eut un sourire bref qui ne ressemblait pas vraiment à un sourire aimable. Plutôt à quelqu'un qui prend note d'une information. L'amiral Dobrescu m'a dit que vous étiez difficile à travailler. Elle m'a dit la même chose à votre sujet. Lyra Varch inclina très légèrement la tête. Dans ce cas,
nous partons sur des bases honnêtes. Moreau s'écarta pour la laisser passer. Votre cabine est au pont 4. Sarah Martin, ma commandante en second, vous donnera les protocoles de sécurité. Je vous demanderai d'assister au briefing d'équipage dans 1 heure. Je serai là. Elle passa devant lui, et il remarqua qu'elle tenait le livre de la même façon que lui tenait son arme de service, pas par habitude, mais par réflexe conscient. Comme si elle en avait besoin pour penser. Samir, qui attendait en retrait, glissa à Moreau alors que l'ambassadrice s'éloignait. Elle a l'air redoutable. Elle l'est probablement, dit Moreau. Il retourna vers son vaisseau. 1 heure plus tard, salle de briefing du Kestrel. L'équipage au complet était réuni. Moreau regarda les visages qu'il connaissait depuis des années et ceux qu'il avait recrutés pour cette mission. Samir Al-Rachid, navigation. Calme, précis, fils d'un ingénieur orbital et d'une biologiste spécialisée dans les espèces non respirantes. Capable de calculer des trajectoires d'hyperespace dans sa tête avec une marge d'erreur de 0,0002%. Avait un sens de l'humour si sec qu'on pouvait le confondre avec du sérieux. Sarah Martin, commandante en second. Née à Lyon-Nouvelle, Mars. Avait servi sur 3 vaisseaux différents avant le Kestrel. Chaque commandant sous lequel elle avait servi avait fini par lui proposer le commandement d'un vaisseau. Elle avait décliné à chaque fois, sans explication. Moreau avait arrêté de lui demander pourquoi. Durant Kepler, tactique. Enthousiaste, brillant, et avec une tendance à sourire pendant les batailles qui dérangeaient légèrement ses collègues mais s'avéraient rassurantes pour Moreau. Né sur Kepler 442b, le fils d'agriculteur qui n'avait jamais voulu être agriculteur. Priya Okafor, communication. 23 ans, la plus jeune de l'équipe. Née à Lagos Orbital, station résidentielle en orbite terrestre basse. Polyglotte naturelle, parlait 14 langues, comprenait les bases de 8 autres. Avait une mémoire phonétique quasi photographique. Docteur Rémi Tavel, médecin de bord. 51 ans, barbe grise, des mains qui ne tremblaient pas, avait opéré dans des conditions de combat pendant 20 ans avant de demander une affectation sur un vaisseau, moins exposé. L'affectation sur le Kestrel l'avait légèrement surpris. Ingénieur-chef Yuki Tanaka. 44 ans, né sur Ganymede Colony. La femme qui faisait fonctionner le Kestrel malgré lui-même, et qui considérait chaque réparation de fortune comme un affront personnel à sa dignité professionnelle. Avait gardé son calme lors de tous les combats, crises de dépressurisation et incidents de propulsion du Kestrel. Avait craqué une fois lors d'une maintenance routinière, en découvrant que quelqu'un avait utilisé du ruban adhésif standard dans un conduit de plasma. C'était comme réparer les freins d'une voiture avec du chewing-gum. La personne responsable n'avait jamais avoué qui lui avait fourni l'adhésif. Et enfin, Lyra Varch. Assise au fond de la pièce, son livre posé sur les genoux. Moreau se leva. Mission partagée. Vous avez tous le résumé chiffré dans vos terminaux. Je vais aller droit au but. Pendant les 6 à 8 prochains mois, nous allons voyager dans 6 systèmes et rencontrer 7 civilisations différentes, toutes dans la zone d'expansion des Varak. Notre objectif, les convaincre de coordonner une défense commune. Il marqua une pause. Ce n'est pas une mission de combat. Nous ne cherchons pas à faire la guerre. Nous cherchons à empêcher que d'autres Oshara se produisent. Et si on tombe sur des Varak en chemin, demanda Kepler. Alors on avisera. On avisera, signifie, on se battra. On avisera, signifie, on verra. Kepler hocha la tête avec l'air satisfait de quelqu'un qui a obtenu la réponse qu'il voulait. Une question, dit Lyra Varch depuis le fond de la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle. Vous avez dit, convaincre, ces civilisations de coordonner une défense. Sur quoi est fondée cette conviction que nous pourrons les persuader? Sur le fait qu'elles ont encore plus à perdre que nous si elles ne le font pas. La peur n'est pas un fondement diplomatique suffisant, dit-elle. La peur pousse à la capitulation, pas à la coopération. Un silence. Quelle est votre suggestion, ambassadrice, demanda Moreau.
Nous devons leur offrir quelque chose que la peur ne peut pas donner. La conviction que nous serons encore là demain. Que nos engagements valent quelque chose. Elle regarda l'équipage. Ces civilisations ont toutes été abandonnées par le conglomérat. La plupart ont été abandonnées par tout le monde. Si nous arrivons en disant « Faites confiance à la Fédération », ils nous demanderont pourquoi nous sommes différents des autres. Et que leur répondrons-nous, demanda Sarah Martin, légèrement inclinée vers l'avant. O'Shara. Silence. Un capitaine a reçu l'ordre de ne pas intervenir, dit Varch. Il a refusé. Et il est ici. C'est notre argument le plus fort. Pas notre armement. Pas notre technologie. Le fait qu'un de nos officiers a mis en jeu sa carrière pour sauver des inconnus. Elle regarda Moreau. Ça, aucune autre civilisation présente sur la scène galactique ne peut le dire. Moreau croisa son regard. Un moment passa entre eux court, indéfinissable, comme une information échangée sans mots. Dans ce cas, dit-il, je propose que l'ambassadrice Varch gère toutes les premières prises de contact diplomatiques. C'est mon rôle, dit-elle simplement. Et que je me taise pendant ces réunions. Ce serait utile. Je suis capable de me taire. Je n'en doute pas. Priya Okafor, à côté de Samir, murmurait quelque chose. Samir, un sourire malicieux au visage, regardait droit devant lui. Sarah Martin regardait Moreau. Moreau regardait la carte galactique. Premier objectif, le système de Vetara. Civilisation des Sorvati. Il fit glisser l'holographie. Départ dans 6 heures. Chapitre 4 Les Sorvati et le prix de l'orgueil. Système de Vetara, planète Sorvat Prime 22 jours plus tard. Les Sorvati ressemblaient à des arbres qui auraient décidé de marcher. Ce n'était pas une insulte, c'était une description assez précise. Leur corps central, porté par 6 membres articulés, était recouvert d'une écorce biologique qui changeait de couleur selon leur humeur, brun profond au calme, orange pour l'excitation, gris pâle pour la douleur ou la honte. Leur visage, une zone plus claire, plus lisse, surmontée de 4 appendices sensoriels, exprimait les émotions avec une subtilité que Priya Okafor avait commencé à cataloguer dès leur atterrissage. Leur civilisation était vieille de 4000 ans. Leur technologie était légèrement inférieure à celle de la Fédération, mais leur connaissance des structures spatiales locales, points de saut, zones de turbulence gravitationnelle, couloirs de navigation secrète était sans égal dans ce secteur. Leur problème, les Varak avaient détruit 2 de leurs colonies en frontière. Et les Sorvati avaient la fierté tenace de ceux qui préfèrent mourir plutôt qu'admettre qu'ils ont besoin d'aide. La première réunion avait été froide. Vous nous proposez une alliance, dit le vénéré porteur Ketri Aran, dont l'écorce oscillait entre le brun et un orange retenu. Vous, les humains. Les nouveaux venus. Ceux dont nul ne connaissait le nom il y a 300 ans. Nous vous proposons une coopération, corrigea Lyra Varch avec une fluidité parfaite. Pas une alliance subordonnée. Une coordination d'égaux. Vous avez un vaisseau. Nous avons une flotte. Votre flotte n'a pas empêché la destruction de Ketvar 4. Le silence qui suivit était de ceux qui font rentrer les mots dans les gorges. Mais Varch n'avait pas dit ça méchamment, elle avait dit ça comme un médecin qui dit « Votre blessure est profonde ». Pas pour blesser. Pour établir un diagnostic. Ketri Aran baissa très légèrement ses appendices sensoriels. On tout calcul, Priya ne savait pas encore. Les humains se battent pour des étrangers, dit-il finalement. O'Shara n'était pas une planète humaine. Non. Pourquoi? Ce fut Moreau, depuis son siège en retrait, qui répondit. Sans se lever, sans hausser le ton. Parce qu'on leur avait demandé de l'aide et que personne d'autre ne venait. L'écorce de Ketri Aran prit une teinte qu'Okafor n'avait pas encore vue. Quelque chose entre l'orange et un rouge foncé. Après la réunion, Priya glissa à l'oreille de Varch. Sa couleur, là, à la fin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Varch réfléchit un instant. Je pense que ça voulait dire, nous nous souvenons de la honte d'avoir besoin d'un étranger pour survivre. Et nous en serons redevables.
Ce n'était pas encore un oui. Mais c'était quelque chose. La deuxième réunion eut lieu 3 jours plus tard, dans un jardin suspendu au sommet de la cité-forêt principale de Sorvat Prime. Les arbres natifs des colosses de 30 mètres avec des feuilles lumineuses baignaient tout dans une lumière verte dorée. Lyra Varch était venue seule. Enfin, avec Moreau, ce qui revenait au même dans son esprit. Ketriaran était accompagné de son conseil des anciens. 5 Sorvati dont les écorces portaient les marques des siècles ruchées, profondes, traversées de veines lumineuses. La discussion dura 4 heures. Moreau, conformément à ce qu'il avait promis, se tut presque entièrement. Il répondit 2 questions directement posées par les anciens sur les capacités de propulsion du Kestrel et sur la structure décisionnelle de l'amirauté fédérale et laissa Lyra Varch gérer tout le reste. Il la regardait travailler. Ce n'était pas de la diplomatie au sens qu'il avait appris les concessions calibrées, les formulations neutres, les non-dits calculés. C'était autre chose. Elle écoutait vraiment. Elle reformulait les craintes des Sorvati avec une précision qui les surprenait visiblement. Elle ne minimisait pas les risques. Elle ne promettait pas l'impossible. Et quand Ketriaran demanda, d'une voix qui avait quelque chose d'un vieil arbre craquant sous le vent. Si les Varak arrivent et que vous n'êtes pas là, si vos vaisseaux sont ailleurs, qui défendra Sorvat? Varch marqua une pause. Votre flotte, dit-elle. Parce que d'ici là, vous saurez où frapper. Nous allons partager tout ce que nous savons sur leur tactique, leurs points faibles, leur configuration de formation. Ce que nous avons appris à Oshara. Ce que nous apprenons chaque jour. Vous nous donnez vos secrets militaires? Nous vous donnons la connaissance. Ce n'est pas un secret qui disparaît quand on le partage. C'est une arme qui se multiplie. L'ancien le plus vieux, son écorce tellement creusée qu'elle ressemblait à un paysage, dit quelque chose en Sorvati. Pria, dans son oreillette, traduisit pour Moreau seul. Il dit, ces humains ne ressemblent à aucune civilisation que j'ai rencontrée. Qu'est-ce que Ketri répond? Murmura Moreau. Je sais. L'accord de coordination préliminaire fut signé le lendemain matin. Lyra, en regagnant la navette de retour au Kestrel, portait son livre sous le bras gauche. Elle ne dit rien pendant la montée. Ce fut seulement une fois dans l'ascenseur du vaisseau, quand les portes se furent refermées, que Moreau demanda. « Comment vous avez su que mentionner Ketvar 4 passerait ?» Je ne le savais pas. C'était un risque considérable. Oui. Si ça avait mal tourné, ils nous jetaient dehors et on perdait tout contact avec les Sorvati pour des années. Je sais. Un temps. Et alors, dit-il. Elle le regarda. Ses yeux d'un brun sombre, légèrement dorés dans la lumière artificielle, avaient quelque chose de stable, comme quelqu'un habitué à regarder des choses difficiles sans les détourner. Parfois, dit-elle, la seule façon d'obtenir la vérité d'une négociation, c'est d'y mettre la vôtre. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le pont. Sarah Martin les attendait avec un rapport tactique et les nouvelles des communications récupérées dans le secteur. Moreau reprit son rôle de capitaine. Mais quelque chose, imperceptiblement, avait changé. Chapitre 5 Les nouvelles du front. À bord du HSF Kestrel en transit vers le système Velari. Samir Al-Rachid remit à Moreau le déchiffrement des communications interceptées le lendemain matin, sans préambule. « C'est mauvais, dit-il. » Moreau lut. C'était mauvais. Pendant leur séjour sur Sorvat Prime, les Varak avaient frappé 2 nouveaux systèmes dans la région de Velari. Une planète de la civilisation des Miranes, de petits êtres bipèdes, technologie de niveau 4, non membre du conglomérat, avait été rasée en moins de 96 heures. Les estimations parlaient de 750 000 morts. L'autre cible était plus surprenante, Orental 3, un monde mineur du conglomérat. Techniquement sous la protection nominale des grandes puissances. Le conglomérat avait convoqué une session d'urgence. Elle durait depuis 8 jours sans conclusion. Ils ont attaqué un monde du conglomérat, dit Sarah Martin, debout devant la carte tactique. Ça change les calculs. Les 2 grandes puissances ne peuvent plus rester passives. Elles peuvent tout à fait, dit Vael.
Orental 3 était une colonie de deuxième rang, peuplée principalement de l'espèce Vetsori, qui n'a aucun poids politique. Les grandes puissances protégeront leurs propres mondes centraux. Elles abandonneront les marges. Et quand les Varaks atteignent leurs mondes centraux, il sera trop tard pour former une coalition, dit Moreau. Exactement. Kepler regardait la carte avec une expression qui, pour une fois, n'était pas enthousiaste. On a combien de temps avant qu'ils arrivent dans un système avec de vrais alliés potentiels pour nous? 4 à 6 mois, estima Vael. Si leur progression continue au rythme actuel. Et notre mission durera 6 à 8 mois. Oui. Ce qui veut dire que nous allons peut-être avoir des Varaks dans nos rencontres diplomatiques. Probablement. Kepler se rassit lentement. Bon. Rémi Tavel, le médecin, entra dans la salle de réunion avec 2 cafés synthétiques et se glissa dans un coin. Il était de ceux qui, dans ces moments, préféraient écouter qu'intervenir. Moreau l'appréciait pour ça. Il y a autre chose, dit Samir. Dans les communications, il y a un fragment qui correspond à un protocole Varak que nous n'avions jamais vu. Il fit apparaître la séquence holographique. C'est une désignation de cible. Mais ce n'est pas une planète. C'est une séquence de coordonnées qui pointe vers. Il hésita. Vers nous, dit Moreau. Samir le regarda. Vers le Kestrel. Oui. Silence dans la salle. Il nous cherche, dit Yuki Tanaka depuis son siège. La chef mécanicienne assistait rarement au briefing tactique, mais elle écoutait tout. Il nous cherche, confirma Moreau. À cause d'Oshara, dit Kepler. Oui, à cause d'Oshara. Un vaisseau humain avait humilié une flotte Varak. Dans leur logique et supériorité absolue, tolérance zéro pour les espèces qui résistent, c'était une anomalie inacceptable. Une correction était nécessaire. Ils ne savent pas encore où on est, demanda Sarah. Non. Les coordonnées sont une désignation générale dans notre secteur de navigation connu. Ils cherchent. Alors on change de route. Pas complètement. On ne peut pas abandonner les rencontres suivantes. Moreau réfléchit. On ajoute du bruit de navigation. On fait quelques sauts courts et aléatoires entre nos destinations. Ça compliquera leur triangulation. Et si ça ne suffit pas, demanda Yuki. On avisera, dit Moreau. Kepler sourit. Lyra, qui n'avait rien dit depuis un moment, parlait bas avec Priya. Moreau capta quelques mots au langage de désignation Varak, structure grammaticale cible. Priya hochait la tête rapidement. Il ne demanda pas. Il aurait le compte rendu plus tard. Rémi, dit-il en se levant. Quel est l'état médical de l'équipage? Fatigué. Fonctionnel. Le médecin souffla sur son café. Moreau. Quoi? Mangez quelque chose. Vous n'avez pas touché à votre plateau ce matin. Murmure dans la salle. Moreau les ignora. Cap sur Vélari, dit-il à Samir. Route indirecte. Ajoutez 2 sauts. Chapitre 6. Le guerrier qui pleurait ses morts. Système Vélari. Planète Velsekind 18 jours plus tard. Les Vélari ressemblaient à ce que la Terre avait imaginé comme des guerriers honorables pendant des siècles dans ses récits de science-fiction. Grand format, bipède, une peau cuivrée marquée de scarification rituelle, des yeux jaune or qui voyaient dans 5 spectres simultanément. Leur civilisation était fondée sur le concept de Gevrat, quelque chose qui se traduisait approximativement par « dette de sang envers les vivants » et signifiait qu'un guerrier Vélari avait l'obligation absolue de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. C'était, remarqua Lyra dans son journal de bord, philosophiquement très proche de certaines valeurs humaines. Ce qui rendait leur situation actuelle particulièrement difficile. Les Varak avaient détruit une colonie Vélari il y a 6 semaines. Les Vélari avaient riposté. Un seul vaisseau de combat, le Gevtar, celui qui rembourse la dette, avait intercepté un destroyer Varak, l'avait endommagé sérieusement, et avait été détruit en retour. Le commandant du Gevtar s'appelait Vekrator. Il était le fils du grand commandant actuel.
Moreau et Varch furent reçus dans une salle dont les murs étaient couverts de masques mortuaires et les visages des guerriers tombés, coulés dans un métal blanc qui brillait doucement. Des centaines. Des milliers, peut-être. L'air sentait une résine dont Priya dit qu'on brûlait uniquement lors des cérémonies de deuil. Le grand commandant Vekrat Prim n'était pas grand pour un Vélari. Vieux, peut-être. Ses scarifications étaient larges et profondes. Il portait autour du cou une médaille de métal blanc à un masque en miniature. Celui de son fils, probablement. « Vous êtes les humains d'Oshara, dit-il. Nous avons entendu. Oui, dit Lyra Varch. Votre capitaine a refusé les ordres de ses supérieurs pour combattre. Oui. Gevrat. Ce n'était pas une question. Il n'a pas fait ça pour une dette, dit Lyra avec soin. Il l'a fait parce que des enfants mouraient et qu'il avait les moyens d'agir. C'est la même chose, chez nous. Un silence. Je dois vous dire quelque chose, grand commandant, dit Lyra. Je ne vais pas vous demander de rejoindre une coalition au nom de la stratégie ou de l'intérêt commun. Ces arguments sont vrais, mais ils ne sont pas l'essentiel. Vekrat Prim la regarda. L'essentiel, c'est que les Varak ont tué votre fils. Et que si vous ne faites rien, ils tueront tous ceux dont le fils était le protecteur. Elle ne baissa pas le regard. Votre Gevrat ne s'arrête pas à lui. Il continue. Vers ceux qu'il cherchait à défendre. Moreau, dans son coin, ne respira pas pendant 5 secondes. Le grand commandant ferma ses yeux jaunâtres. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dedans. Pas de la tristesse. Pas de la colère. Quelque chose de plus difficile à regarder que les deux, la résolution. Combien de civilisations êtes-vous allé voir, demanda-t-il. Vous êtes les deuxièmes. Et vous pensez en convaincre combien? Autant qu'il le faudra. Le grand commandant regarda Moreau. Capitaine. Grand commandant. Mon fils est mort en combattant. Est-ce que vos morts sur Oshara sont morts en combattant? Moreau pensa à ces 7 morts. À leur nom. Il les connaissait tous. Oui, grand commandant. Bien. Vekrat Prim se leva, lentement, avec le poids de quelqu'un qui porte beaucoup. Vous aurez nos cartes des zones de combat. Nos évaluations de la doctrine Varak. Et 2 liaisons de commandement que vous pourrez contacter en cas d'urgence. Merci, grand commandant. Ne me remerciez pas. Vous rembourserez notre dette. Il posa la main sur le masque miniature autour de son cou. Mon fils protégeait les faibles. Faites en sorte que ce n'ait pas été inutile. Dans la navette de retour, Moreau ne dit rien pendant longtemps. Varch lisait son livre. Vous pensez à eux, demanda-t-il finalement. Elle leva les yeux. Aux 7 morts d'Oshara, dit-elle. Pas en ce moment. Un temps. Et vous? Constamment. Elle referma le livre. C'est pour ça que vous vous êtes tu pendant tout l'entretien, dit-elle. Pas parce que je vous l'avais demandé. Ce n'était pas une question. Il avait besoin de voir que quelqu'un comprenait la valeur de ce qu'il avait perdu, dit Moreau. Un capitaine qui porte ses morts. Ça parle à un père qui porte son fils. Varch le regarda pendant un moment. Vous n'êtes pas seulement difficile à travailler, dit-elle doucement. Vous êtes difficile à comprendre. C'est un problème? Non. C'est juste plus long. La navette rentra dans le Kestrel. Chapitre 7 La trahison. Système Oret Planète Oret Prime 1 mois plus tard. 3 autres accords avaient été signés. Les Miran, les survivants dont la planète avait été rasée par les Varak. Ils n'avaient presque plus rien. Ils s'étaient joints à la coalition non par espoir, mais parce que l'alternative était la disparition, et qu'une espèce qui a tout perdu n'a plus rien à perdre. Les Cétari, une civilisation de type aquatique vivant dans des stations pressurisées orbitales autour d'un géant de glace. Prudents, analytiques, leur décision avait pris 10 jours de négociations serrées. Lyra Varch avait émergé de la dernière session avec des cernes noires et un accord ferme.
Les Vretal, une espèce insectoïde dont les colonies couvraient 3 systèmes. Elles ne parlaient pas de la même façon, ne pensaient pas de la même façon, et Priya avait failli abandonner la traduction en temps réel. L'accord final était incomplet sur plusieurs points, mais les Vretal avaient accepté de partager leur réseau de surveillance passif, qui couvrait une zone immense de l'espace entre les Varaks et les civilisations plus intérieures. Moreau sentait quelque chose se construire. Ce qui le rendait d'autant plus vigilant. La rencontre avec les Oreshi d'Ored Prime fut différente dès le début. Les Oreshi étaient bipèdes, technologiquement avancés et légèrement supérieurs à la Fédération sur plusieurs plans et membres de second rang du conglomérat stellaire. Leur représentant, un individu de grande taille au tégument changeant nommé Tervaxei, les reçut avec une chaleur que Priya, dans son oreillette, décrivit comme « diplomatiquement parfaite ». Ce qui veut dire ? Murmura Moreau. Ce qui veut dire que chaque geste est calculé pour que vous ne sachiez pas ce qu'il pense vraiment. Varsh menait la discussion. Moreau observait. Il observait Tervaxei. Il observait ses assistants. Il observait les caméras discrètes dans les angles de la salle standard dans une salle de négociation, mais plus nombreuses que chez les Sorvati ou les Velari. Et il observait Lyra. Il reconnut quelque chose qu'il avait appris à lire chez elle, une présentation légèrement plus générale qu'à l'ordinaire. Elle ne donnait pas les détails de la coalition. Elle donnait les principes généraux. Elle aussi avait remarqué quelque chose. La réunion se termina sans accord. Tervaxei promit une réponse dans 48 heures. De retour à bord du Kestrel, avant même que les portes de la navette ne se referment, Moreau dit. Ils vont nous dénoncer. Varsh, derrière lui, dit. J'arrive à la même conclusion. Les détails de la coalition. Si le conglomérat apprend qu'on construit une structure militaire indépendante, ils la bloqueront. Officiellement pour des raisons de stabilité galactique. Officieusement parce qu'une coalition efficace contre les Varaks prouverait que le conglomérat n'est pas nécessaire. Sarah Martin, qui attendait sur le pont de la navette, écouta le résumé en 30 secondes. On part quand, dit-elle. 2 heures, dit Moreau. Il faut laisser partir Tervaxei avant qu'il soit sûr qu'on est parti. Si on part maintenant, il accélère sa transmission. Et les 48 heures? Du temps pour transmettre en sécurité. Il a besoin de codes de chiffrement appropriés pour contacter le conglomérat sans que notre équipage l'intercepte. Vous savez ça comment? Parce que je ferai pareil. Sarah Martin le regarda une seconde. Vous avez déjà trahi quelqu'un? Non. Alors comment vous? Je connais la tentation. Il passa devant elle. Elle le regarda partir. Puis regarda Varsh. L'ambassadrice haussa très légèrement les épaules. Il a quand même raison, dit-elle. Le Kestrel quitta le système d'Ored 19 heures plus tard, après avoir récupéré discrètement les archives de la transmission de Tervaxei vers le réseau du conglomérat. Priya déchiffra le message dans les 6 heures suivantes. Sa teneur était pire que ce qu'ils avaient imaginé. Tervaxei n'avait pas seulement transmis les détails de la coalition. Il avait transmis les coordonnées du Kestrel. Les routes de navigation. Les systèmes qu'il prévoyait de visiter ensuite. Au Varak. Priya posa le déchiffrement devant Moreau sans un mot. Il le lut. Le posa. Priya, dit-il. Nouvelle route. Destination, secteur 7 du système Vetara. Utilisez le couloir de navigation que les Sorvati nous ont donné. Bien, commandant. Kepler. Bouclier en mode passif actif. Torpille en veille chaude. Ne faites pas de bruit mais soyez prêts. Compris. Sarah. Rejoignez-moi dans mon bureau dans 10 minutes. Il se leva. Puis s'arrêta. Priya. Transmets le déchiffrement complet à l'amiral Dobrescu avec notre code de mission. Priorité absolue. Et le contenu? Elle doit savoir qu'un membre du conglomérat collabore activement avec les Varaks. Il marqua une pause. Et que la situation est plus grave que ce que quiconque pensait.
Chapitre 8 La nuit la plus longue. À bord du HSF Kestrel secteur Vetara 3 jours plus tard. Les Varak les trouvèrent à 3h14, heure du bord. 2 destroyers. Sortis de l'hyperespace à 180 000 km, configuration offensive immédiate. Moreau était déjà sur le pont. Il n'avait pas dormi de la nuit. Configuration d'attaque, dit-il en s'asseyant dans son fauteuil. Ils savent qu'on est là. Pas la peine d'être discret. Ils balaient avec des scanners haute résolution, rapporta Kepler. Ils cherchent nos points faibles. Laissez-les chercher. Moreau regarda la cartographie tactique. Samir, on est à quelle distance du point de saut vers Sorvat? 400 000 km. 6 minutes à pleine accélération. Trop loin. Les destroyers nous rattrapent en 3. Couloir de navigation Sorvati? Samir tapa rapidement. Il y a une zone de turbulence gravitationnelle à 80 000 km. Les Sorvati l'utilisent comme couloir de navigation rapide, ça accélère les vaisseaux légers, mais ça déstabilise les structures plus massives. Leurs destroyers font le triple de notre masse. Kepler. J'entends. Les destroyers Varak dans cette zone perdront 40% de leur stabilité de trajectoire. Leurs tourelles de flanc perdront cohérence pendant au moins. Combien? 90 secondes. Moreau calcula. On entre dans le couloir en accélérant. On sort avec leur formation disloquée. On les attaque sur leur flanc pendant la fenêtre de 90 secondes. Il regarda Sarah. Ça fonctionnera? Si notre structure tient le couloir. C'est possible? Yuki Tanaka était déjà sur sa console. Le Kestrel a été construit sur Callisto. Il surdimensionne toujours les cadres de coque sur les chantiers de Callisto par habitude des conditions de Jupiter. Normalement, on est juste en dessous du seuil critique. Elle marqua une pause. Normalement. Probabilité de tenue? 82%. Et les 18% restants? Dépressurisation partielle. Maximum. Maximum signifie quoi? Ça signifie qu'on perd des sections, pas le vaisseau. Probablement. Probablement. Commandant, dit Yuki avec une douceur inhabituelle, vous me demandez si votre vaisseau va tenir dans des conditions que personne n'a jamais testées. Je vous donne la meilleure estimation que j'ai. Moreau hocha la tête. Ça me suffit. Tout le monde au poste de combat. Priya, transmettez au destroyer sur fréquence ouverte, vous avez la possibilité de quitter ce système. Dans quelques secondes il sera trop tard pour vous. C'est noté. Priya le regarda. Vous voulez que je transmette ça littéralement? Littéralement. Elle transmit. Quelques secondes de silence. Puis les destroyers Varak ouvrirent le feu. Ce qui suivit dura 22 minutes. Moreau l'avait vécu plus tard dans ses souvenirs comme une série d'images discontinues et intenses, impossibles à reconstruire chronologiquement avec précision. Le Kestrel entrant dans le couloir gravitationnel à pleine vitesse. Les vibrations à travers la coque, une vibration basse, profonde, comme si le vaisseau grognait. Yuki Tanaka, debout à sa console, les mains cramponnées, les yeux sur ses écrans, ne disant rien. Les 2 destroyers Varak suivant dans le couloir, plus lentement, leur masse les forçant à compenser. Leur trajectoire qui s'écartait légèrement précisément comme Samir avait calculé. La voix de Kepler, fenêtre ouverte. Tir en 3, 2, 1. Les batteries fractales du Kestrel frappant le flanc droit du premier destroyer. Entraîna l'explosion de la section moteur. Le premier destroyer dérivant. Le deuxième recalibrant. Samir, ils ont compris le piège. Ils accélèrent pour sortir du couloir. Kepler, ils vont sortir avant qu'on puisse frapper à nouveau. Sarah Martin, d'une voix parfaitement calme, torpille à guidage gravitationnel. On les envoie dans le couloir avec eux. Elles accéléreront plus vite qu'eux. Kepler, une seconde, c'est, oui. Oui, ça marche. Commandant? Feu. 2 torpilles dans le couloir.
accéléré par la turbulence. Le premier destroyer, trop lent pour manœuvrer, recevant l'impact sur sa section médiane. La coque s'ouvrant. Un feu silencieux dans le vide. Le deuxième destroyer sortant du couloir, ses boucliers en surcharge, ses tourelles recalibrant. Et alors quelque chose que personne à bord du Kestrel n'avait prévu. Sur les écrans, un nouveau signal. Pas Varak. Sorvati. 3 vaisseaux de combat Sorvati, sortis du point de saut à 400 000 km, fonçant sur le destroyer survivant à pleine vitesse. Ketriaran, sur le canal ouvert, HSF Kestrel. Votre dette de connaissance est remboursée. Retrait de votre secteur recommandé. Les 3 vaisseaux Sorvati engageaient le deuxième destroyer. Qui, après 72 secondes d'échange de tirs, activa son hyperespace d'urgence et disparut. Silence sur le pont du Kestrel. Puis Priya, d'une voix qui tremblait légèrement, commandant. Les Sorvati, ils ont dit qu'ils nous surveillaient depuis notre départ de Sorvat Prime. Au cas où. Au cas où. Oui. Ketriaran dit, les humains semblent avoir besoin d'être gardés. Moreau regarda le vide où le deuxième destroyer avait été. Il se rassit lentement dans son fauteuil. Remerciez-le. En quelle langue? Dans les deux. Lyra Varch était sur le pont de commandement depuis le début de la bataille. Elle n'avait eu aucune raison d'y être, elle n'avait aucun rôle tactique mais personne n'avait songé à lui dire de partir. Elle s'approcha de Moreau quand l'équipage commença à se détendre. Il avait les bras posés sur ses genoux, les mains ouvertes, regardant les débris lumineux du premier destroyer dériver dans le vide. « Ça va, dit-elle, assez bas pour n'être entendu que de lui. Cette mort à Oshara. 0 ici. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il la regarda. « Non, dit-il. Ça ne va pas complètement. Un temps. Mais ça ira. » Elle posa brièvement la main sur son bras. Un geste court, pratique, qui ressemblait à ce que font les gens qui n'ont pas l'habitude de toucher les autres quand ils veulent quand même dire quelque chose. Puis elle retourna à sa station. Sarah Martin, debout derrière Moreau, faisait semblant de vérifier un rapport. Elle ne dit rien. Chapitre 9 Ce que les Varak craignent. À bord du HSF Kestrel en transit. Le lendemain de la bataille, Priya vint trouver Moreau avec quelque chose d'inhabituel dans le regard. « J'ai continué d'analyser les communications Varak qu'on a interceptées, dit-elle. Celles de la désignation de cible, et les nouvelles de la bataille d'hier. Et il y a quelque chose dans leur structure linguistique que je n'avais pas remarqué avant. Les Varak ont un système de classification des espèces. Les espèces, inférieures, celles qu'ils esclavagisent ou exterminent ont une désignation particulière. Un terme qui se traduit à peu près par « créature de moindre mouvement ». Moindre mouvement? Leur culture est basée sur l'idée que les espèces plus évoluées bougent davantage, s'étendent plus loin, construisent plus grand, dominent plus vaste. Les espèces qui restent petites sont considérées comme condamnées par l'évolution. Et nous? Priya hésita. Ils nous ont donné une désignation différente. Après Oshara. Ils ne nous appellent pas créatures de moindre mouvement. Ils nous appellent comment? La traduction littérale est « les inextinguibles ». Ceux qu'on ne peut pas éteindre. Silence. Ils ont peur de nous, dit Moreau. Pas encore. Mais ils commencent à se demander s'ils devraient. Moreau réfléchit. Transmettez cette traduction à Varch. Déjà fait. Elle avait l'air d'attendre quelque chose. Quoi d'autre, Priya? Il y a une troisième communication. Pas de la flotte de combat de leur commandement stratégique. Elle était chiffrée différemment, mais le protocole de base était similaire. Et ils envoient quelque chose vers notre secteur. Pas des destroyers. Quelque chose de plus gros. Elle posa son terminal sur la table de Moreau. Beaucoup plus gros. Moreau regarda les données. Un vaisseau de commandement de niveau stratégique. Oui. Ce qu'ils appellent un vrai tsar.
D'après tout ce qu'on a pu reconstituer de leur nomenclature, c'est le type de vaisseau qu'ils envoient pour traiter une menace de niveau existentiel. Moreau posa le terminal. Combien de temps? 3 semaines. Peut-être 4. Et sa taille? Estimée à 3 km de long. Silence. Bien, dit Moreau. Priya le regarda. Bien? Ça veut dire qu'on commence à les inquiéter vraiment. C'est ce qu'on cherchait. On cherchait l'affrontement avec un vaisseau de 3 km? On cherchait à prouver que la coalition est nécessaire. Il se leva. Réunion dans 1 heure. Tout le monde. 1 heure plus tard. Voici la situation, dit Moreau. La carte holographique montrait le secteur, les positions estimées des flottes Varak, la trajectoire du vrai tsar. Si ce vaisseau arrive et qu'il n'y a pas de coalition pour le recevoir, il rasera probablement 3 ou 4 systèmes. Les alliés qu'on vient de convaincre seront détruits avant qu'ils aient eu le temps de se coordonner. On ne peut pas l'affronter seul, dit Kepler. Même avec le Kestrel. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moreau regarda Varch. Elle parlait déjà. Pas à lui, à son terminal, en transmission urgente vers Ketriaran, Vekrat Prime, et les autres. Elle contacte les alliés, dit Sarah, en regardant Varch travailler. Elle leur dit qu'il est temps de voir si ce qu'on a construit tient. Sarah regarda la carte. On a 6 alliés. Les Sorvati ont la meilleure flotte. Les Velari ont les meilleurs guerriers. Les Miran ont presque rien. Ils ont leur connaissance des systèmes perdus par les Varak. Des cartographies de secteurs que personne d'autre n'a. Et les Vretaal? Les Cetari? Les Vretaal couvrent les flancs avec leur réseau de surveillance. Les Cetari, Moreau hésita. Les Cetari ont une technologie que les Varak n'ont pas encore rencontrée. Des armes basées sur la manipulation de pression hydrodynamique conçues pour les combats dans leurs environnements aquatiques. Ça n'a jamais été testé dans l'espace. Donc potentiellement inutile, dit Kepler. Potentiellement décisif, dit Moreau. Si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas? On improvise. Kepler soupira d'une façon qui suggérait qu'il était à la fois légèrement inquiet et légèrement ravi. Yuki Tanaka prit la parole pour la première fois. Commandant. Pour que cette bataille fonctionne, il faut que le Kestrel joue un rôle central de coordination en temps réel. Ça veut dire que nos systèmes de communication et de navigation vont être en surcharge continue. Je sais. Si on reçoit des dommages en cours de bataille sur les sections communication. Je sais, Yuki. Je voulais juste m'assurer que vous aviez le tableau complet. Je l'ai. Bien. Elle se rassit. Parce que j'ai quelques idées pour renforcer les redondances. J'aurai besoin de l'équipage de nuit pendant 24 heures. Vous l'avez. Rémi Tavel, depuis son coin habituel, posa son café. J'ai besoin de savoir combien de blessés on peut prévoir pour calibrer les stocks. Beaucoup, dit Moreau. Prévoyez pour beaucoup. Compris. Lyra Varch avait fini ses transmissions. Elle leva les yeux. Les Sorvati, les Velari, et les Cetari confirment. Les Vretaal demandent 24 heures. Les Miran répondent, nous n'avons presque plus rien. Dites-nous où aller. Sa voix, sur ces derniers mots, avait quelque chose de différent. Pas de la compassion à quelque chose de plus dur, de plus décidé. Dites aux Miran de se mettre en arrière-garde, dit Moreau. Couverture des civils des systèmes menacés. C'est là qu'ils seront le plus utiles. Je le leur transmets. Et les 3 semaines? 2 semaines et demie, dit Samir. Le vrai tsar a accéléré. Moreau regarda la carte une dernière fois. On choisit le lieu de la bataille. Pas eux. Chapitre 10 le choix du terrain. Système de Korat, zone de transition gravitationnelle. Le système de Korat était le genre d'endroit dont personne ne voulait. 3 naines brunes en orbite instable, un champ d'astéroïdes dense,
des perturbations gravitationnelles suffisamment intenses pour rendre la navigation en hyperespace quasi impossible dans un rayon de 2 millions de kilomètres. Aucune planète habitable. Pas de ressources exploitables. Une zone morte sur toutes les cartes de navigation. Ce qui, pour les Alliés qui avaient grandi dans ce secteur de la galaxie, en faisait un terrain qu'ils connaissaient parfaitement. Ce que les Varaks ne savaient probablement pas. La coalition arriva au point de rendez-vous avec 2 jours d'avance. Morau vit, pour la première fois, les flottes alliées assemblées. Ce n'était pas une grande armada. 24 vaisseaux Sorvati longs, élancés, leurs coques couvertes de plaques d'écorce synthétique qui absorbaient les radars. 17 vaisseaux Velari plus massifs, plus lourds, avec des proues renforcées typiques de leur doctrine militaire offensive. 8 unités Cetari et des structures cylindriques étranges, pressurisées à l'intérieur d'un environnement aquatique, dont les armes étaient intégrées comme des orifices dans une coque organique. Les vrais Taal n'avaient pas de vaisseaux de combat mais leurs drones de surveillance couvraient maintenant chaque approche du système. Et le HSF Kestrel, seul représentant de l'humanité. Ketriaran, sur la communication de groupe, les humains ont convoqué la bataille. Je propose que les humains la dirigent. Silence sur tous les canaux. Morau regarda Sarah. Sarah regarda Morau. Ce n'est pas ce qui était prévu, dit-il. Non, dit-elle. Les Velari ont 2 fois plus d'expérience de combat que nous. Je sais. Les Sorvati connaissent le terrain mieux que quiconque. Je sais. Pourquoi nous? Parce qu'on a commencé à Oshara et qu'on est encore là. Elle le regarda. Et parce que ce sont vos alliés, Morau. Vous les avez convaincus un par un. Ils vous font confiance. Vekrat prime, sur le canal, les Velari suivent le commandant humain. Les Cetari, par l'intermédiaire de leur traducteur, les Cetari coordonnent avec le commandant humain. Morau ferma les yeux une demi-seconde. Il pensa à l'amiral Dobrescu lui disant si ça tourne mal, vous avez agi seul. Il pensa aux 7 noms qu'il portait depuis Oshara. Il pensa à Lyra Varch disant votre argument le plus fort, c'est qu'un de vos officiers a mis sa carrière en jeu pour sauver des inconnus. Il rouvrit les yeux. Très bien, dit-il. Voici le plan. La bataille de Korat commença 36 heures plus tard. Le vrai Tsar entra dans le système avec une escorte de 16 destroyers. Sa taille était telle qu'elle créait sa propre distorsion gravitationnelle locale. Les écrans du Kestrel tremblèrent légèrement quand il émergea de l'hyperespace. 3 kilomètres de métal et d'armement. Magnifique, dit Kepler d'une voix que personne ne sut comment qualifier. Phase 1, dit Morau. Sorvati, déployez-vous dans la zone de turbulence. Velari, position d'ancrage nord. Cetari, vous attendez mon signal. Les flottes se déployaient. Les Varaks, voyant la coalition, ralentirent leur approche. Ce n'était pas de la prudence, les Varaks n'avaient pas de mot pour la prudence. C'était de la recalibration. Ils n'avaient jamais rencontré de résistance organisée à ce niveau. Un premier destroyer s'avança en éclaireur. Les Sorvati l'attirèrent dans la zone de turbulence. Ce que le destroyer Varak ne savait pas, les Sorvati naviguaient dans ces turbulences depuis des générations. Leurs pilotes avaient les réflexes de ceux qui avaient grandi avec ces courants gravitationnels. Le destroyer, incertain, perdit 2 secondes de cohérence de trajectoire. 2 secondes suffisaient à Kepler. Le premier destroyer fut neutralisé avant que le deuxième n'ait eu le temps de comprendre. Le vrai Tsar envoya 3 destroyers simultanément. Phase 2, dit Morau. Velari, engagez le flanc gauche. Le Kestrel prend le centre avec eux. Ce qui suivit fut moins une bataille qu'une danse complexe, chaque mouvement prévu, répété dans les simulations, ajusté en temps réel. Les Velari chargeaient en ligne directe, leur doctrine agressive servant de distraction pendant que les Sorvati attaquaient par les flancs. Le Kestrel coordonnait, relayait, ajustait. Et puis le vrai Tsar lui-même entra dans la bataille. Ses armes principales frappèrent la formation Velari. 2 vaisseaux détruits. Un troisième en feu, se retirant en urgence. Il vise les Velari, dit Sarah.
Il a identifié leur doctrine agressive comme la menace principale. Samir, cap d'interférence entre le vrai tsar et les Velaris. On leur donne une cible plus proche. On va dans la portée de ses armes principales, dit Samir, avec exactement le même ton qu'il utilisait pour les observations météorologiques. Oui. Je sais. Bien. Le Kestrel se plaça entre le commandant de la coalition et la menace. Les armes du vrai tsar se redirigeaient. Signal au Cétari, dit Moreau. Maintenant. Les 8 unités Cétari, qui n'avaient pas bougé depuis le début de la bataille, ce qui leur avait valu quelques regards perplexes des autres flottes, se déployèrent derrière le vrai tsar. Leurs armes de pression hydrodynamique, jamais testées dans le vide spatial, frappèrent les sections arrière du vaisseau de commandement Varak. Dans l'espace, une arme conçue pour comprimer l'eau à des pressions extrêmes avait un effet différent, elle créait des ondes de choc dans la structure métallique elle-même. Pas des explosions et des vibrations qui se propageaient dans le métal comme des vagues dans de l'eau, déstabilisant les systèmes d'armement intégrés, faisant éclater les joints de coque, désynchronisant les réacteurs. Le vrai tsar trembla. Ses armes se turent pendant 9 secondes. Toutes les unités, dit Moreau. Maintenant. La coalition frappa simultanément. La bataille de Korat dura 6 heures. Elle se termina par la retraite du vrai tsar, endommagé aux 2/3, et la destruction de 14 de ses 16 destroyers d'escorte. La coalition perdit 7 vaisseaux et 432 combattants. 0 humains. Que des blessés légers. Le Kestrel avait des dommages sévères à section 7 et 8 dépressurisés, Yuki avait raison mais son équipage était intact. Moreau resta à son poste pendant les 6 heures. Il ne parla pas beaucoup. Il prit des décisions. Il écouta ses officiers. Il regarda ses alliés combattre avec un courage qui n'avait rien à voir avec leur familiarité avec les humains, ils combattaient parce qu'ils avaient décidé de ne pas se laisser dévorer. Après que le dernier signal Varak eut disparu des écrans, Ketri Aran transmit sur le canal ouvert. Son écorce, sur les images de la transmission, était d'un orange profond que Priya ne savait pas encore nommer exactement. Elle essaya quand même. Je pense que c'est quelque chose comme, de la fierté mêlée de surprise, murmura-t-elle. Comme si quelque chose qu'il n'osait pas espérer venait de se produire. Ketri Aran dit, en standard galactique. Les humains ont tenu leur promesse. Chapitre 11 les lendemains. HSF Kestrel en transit vers Terra Nova 2 semaines plus tard. Le voyage de retour fut plus long qu'il n'aurait dû. Yuki avait effectué autant de réparations que possible dans les chantiers Sorvati et Velari et les 2 civilisations avaient offert leurs installations sans qu'on leur demande mais le Kestrel avançait moins vite qu'à son habitude. La propulsion n'était pas compromise, mais les systèmes auxiliaires réclamaient une attention constante. Ce qui donnait à l'équipage du temps. Moreau utilisait ce temps pour les rapports. Des dizaines de rapports tactiques, diplomatiques, renseignements, analyse de la doctrine Varak. L'amiral Dobrescu allait avoir de la lecture. Il passait aussi du temps, le soir, dans la salle de messe. Il n'avait pas l'habitude de partager ses repas avec son équipage, pas par distance, mais par habitude d'être seul. Mais depuis la bataille, quelque chose avait changé. Pas dans les dynamiques formelles, il restait le commandant, Sarah restait la seconde, tout le monde restait à sa place. Mais les soirées dans la salle de messe avaient quelque chose de différent. Kepler racontait la bataille avec des gestes excessifs en tentant de refaire les trajectoires avec des verres et des couverts. Rémi corrigeait les détails médicaux avec la précision irritante d'un homme qui avait passé la bataille dans la soute médicale et n'avait vu aucune manœuvre en direct. Samir écoutait sans rien dire, occasionnellement, il offrait une correction factuelle si précise qu'elle coupait court à toute dramatisation. Priya apprenait de nouvelles expressions Sorvati et les testait sur Ketri Aran lors de leur transmission de routine. L'écorce du Sorvati prenait régulièrement une teinte qu'elle avait fini par identifier comme de l'amusement. Yuki mangeait en lisant des rapports d'ingénierie et maugréait. Et Lyra Varch. Lyra Varch était là, la plupart du temps. Son livre posé sur la table, ouvert ou fermé selon les soirs. Elle participait aux conversations sans en prendre le contrôle, une observation ici, une question par là, un moment où elle riait vraiment,
sans calcul, à quelque chose que Kepler avait dit. C'était un rire court, surpris, comme si elle n'en avait pas complètement l'habitude. Moreau l'avait remarqué. Il s'en était voulu de l'avoir remarqué. Un soir, ils se retrouvèrent seuls dans la salle de messe et il était tard, la plupart des autres étaient partis. Il lisait un rapport. Elle lisait son livre. « Qu'est-ce que c'est » dit-il finalement. Elle leva les yeux. « Le livre ? Vous l'avez toujours avec vous. Les contes des mondes silencieux. Une collection de mythologies de 30 civilisations différentes, des récits que des archéologues ont reconstitués après l'extinction de ces espèces. » Elle posa le livre. « Je le lis quand j'ai besoin de me rappeler ce que nous essayons d'éviter. L'extinction. La disparition des histoires. » Elle regardait la couverture. Chaque civilisation dans ce livre croyait que ces histoires dureraient éternellement. Aucune ne pensait qu'elle serait la dernière à les raconter. Silence. « Vous pensez au Miran » demanda Moreau. « Je pense à tout le monde dans ce livre. » Elle le regarda. « Et je pense que ce que vous avez commencé à Oshara, ce que nous avons construit depuis, c'est peut-être la première fois depuis longtemps que quelqu'un a fait quelque chose pour que ces histoires continuent. » Moreau posa son rapport. « Vous croyez à la mission au début ? » Non. Non. J'ai cru que vous étiez impulsif et que l'opération allait mal tourner. Elle inclina très légèrement la tête. Je me suis trompé sur le premier point. Sur le second, le jury est encore en train de délibérer. On a gagné la bataille de Korat. Une bataille. Pas la guerre. Les Varaks vont revenir. Plus nombreux. Avec une stratégie adaptée. Je sais. La coalition qu'on a construite n'est pas permanente. Elle tiendra si les menaces tiennent. Si les politiques changent dans les systèmes alliés, si un nouveau dirigeant Sorvati décide que l'alliance coûte trop cher. Je sais tout ça. Alors pourquoi vous avez l'air calme ? Il y avait de la curiosité dans sa question. Pas de la méfiance, quelque chose de plus direct. Parce qu'il ou y a à peine 6 mois, des civilisations qui ne se parlaient jamais ont combattu ensemble. Parce que Ketriaran a décidé d'envoyer des vaisseaux pour nous couvrir sans qu'on lui demande. Parce que les Cétari ont utilisé une technologie dont personne ne savait si elle fonctionnerait dans l'espace, et elle a fonctionné. Il s'arrêta. Parce que tout ça était censé être impossible. Et ça ce n'est pas rien. Varch le regarda pendant un moment. Vous n'avez pas peur d'échouer, dit-elle lentement. Si. Mais vous n'allez pas vous arrêter ? Non. Elle prit son livre. Le referma. Je ne sais pas si c'est de la sagesse ou de l'obstination, dit-elle. Probablement les deux. Elle eut ce rire court encore une fois. Moins surpris, cette fois. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit, ambassadrice. Elle se leva, et au moment de passer la porte, elle s'arrêta. Julien. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Oui. Vous avez fait quelque chose d'important. Pas seulement militairement. Elle ne se retourna pas, ces civilisations avaient tout appris à ne compter que sur elles-mêmes parce que le reste de la galaxie les avait abandonnées. Vous leur avez montré qu'il pouvait exister une autre façon. Enfin, elle se retourna, légèrement. C'est difficile à quantifier dans un rapport d'amirauté. Mais c'est réel. Elle sortit. Moreau resta seul avec son rapport et la lumière des étoiles par le hublot. Il resta longtemps. Chapitre 12 Les flammes qui restent. Terra Nova conseil de l'amirauté 2 mois après le retour. La salle du conseil était pleine. Ce n'était pas habituel. L'amiral Dobrescu était au centre. À sa droite, les représentants du Conseil civil de la Fédération terrienne unie. À sa gauche, les chefs d'état-major des 5 flottes régionales. Et dans la galerie au-dessus, visage scrutant depuis la vitre, les ambassadeurs de cette civilisation non humaine. Ketriaran y était. Son écorce était brun profond, calme, attentif. Vekrat Prim y était, avec le masque miniature autour du cou.
Deux représentants des Cétari dans leur combinaison pressurisée portative, leur corps translucide à l'intérieur, leurs 4 yeux fixés sur la salle. Moreau était au centre de la salle, debout. À côté de lui, Lyra Varch, Sarah Martin, et les autres. L'amiral Dobrescu prit la parole. Pendant 8 mois, le HSF Kestrel a mené l'opération Aube partagée sans autorisation officielle et avec des ressources minimales. Le résultat, 6 accords de coordination défensive, une bataille qui a démontré pour la première fois qu'une force Varag de niveau stratégique peut être défaite, et le début de ce qui pourrait devenir une alliance interstellaire permanente. Elle marqua une pause. Ce n'était pas ce que le Conseil avait autorisé. Ce n'était pas non plus ce que nous avions imaginé possible. Un représentant civil se racla la gorge. Il reste la question des violations de protocole. Le commandant Moreau a sauvé la possibilité que cette conversation ait lieu, dit Ketriaran depuis la galerie. La salle se tut. L'écorce du Sorvati était orange vive, franche. Permettez à un étranger de rappeler quelque chose, dit-il, en standard galactique parfait. Il y a 1 an, ma civilisation regardait les Varaks approcher et attendait en espérant que quelqu'un ferait quelque chose. Votre capitaine est venu. Pas parce qu'on lui avait ordonné de venir. Pas parce qu'il y avait un protocole pour ça. Il est venu parce que c'était juste. Il s'arrêta. Chez nous, le mot Gevrat, la dette envers les vivants, n'appartient pas à ceux qui font ce qui est demandé. Il appartient à ceux qui font ce qui est nécessaire quand personne d'autre ne le fait. Le représentant civil qui avait commencé à parler regardait ses notes. Dobrescu regardait Moreau. La recommandation du Conseil, dit-elle, est la suivante. Les violations de protocole sont officiellement effacées du dossier. Le commandant Moreau est promu au rang de commodore et nommé commandant de la nouvelle unité de liaison stratégique interespèces. Cette unité, conjointement supervisée par la Fédération terrienne et les civilisations alliées, aura pour mission de... Je dois refuser la promotion, dit Moreau. Silence. Je vous demande pardon, dit Dobrescu. Je garde le Kestrel. Je garde mon équipage. Je garde le grade de capitaine. Il la regarda. Ce que nous avons construit fonctionne parce que c'était petit. Flexible. Capable de réagir vite. Mettez ça dans un commandement officiel avec un quartier général et une hiérarchie, et vous perdrez exactement ce qui le rendait efficace. Murmure dans la salle. Ce que vous décrivez, dit le représentant civil, est essentiellement une opération permanente hors protocole. Ce que je décris, dit Moreau, c'est ce qui fonctionne. Il regarda les ambassadeurs dans la galerie. Ces civilisations n'ont pas rejoint la coalition parce qu'on leur a envoyé une note diplomatique formelle. Elles ont rejoint parce qu'elles ont vu un équipage décider de se battre pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. Changer ça, et vous perdez l'essence de la chose. Ketriaran, dans la galerie, fit quelque chose que personne n'avait encore vu un Sorvati faire dans ce type de contexte. Il inclina la tête. Un geste humain, adopté clairement par imitation et intention. Dobrescu regarda la salle. Regarda les ambassadeurs. Regarda Moreau. Dans ce cas, dit-elle finalement, avec quelque chose dans la voix qui ressemblait à de la résignation affectueuse, je suppose qu'on va officialiser l'officieux. L'unité Aube partagée est formellement créée. Avec vous comme commandant. Avec votre équipage. Et avec les mêmes règles d'engagement que celles que vous avez inventées. Je les considérais comme du bon sens. C'est pour ça qu'elles fonctionnent probablement. Après la session, dans les couloirs du Conseil, Lyra Varch marchait à côté de Moreau. Vous avez refusé une promotion, dit-elle. Je garde ce qui fonctionne. La plupart des capitaines auraient accepté. La plupart des capitaines ne se seraient pas retrouvés au-dessus d'Oshara. Elle marchait en silence un moment. Portait son livre, comme toujours. L'unité Aube partagée va avoir besoin d'un responsable diplomatique permanent, dit-elle finalement. Je sais. Vous pensiez à quelqu'un? Il la regarda. Vous venez toujours avec votre livre, dit-il. Toujours.
Et vous avez l'intention de le finir un jour? Quand j'aurai fini de m'assurer que les civilisations dedans ne s'éteignent pas toutes, oui. Il s'arrêta. Elle s'arrêta. Dans ce cas, dit-il, je suppose que vous avez votre réponse. Son regard croisa le sien, et il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la surprise, cette fois. Quelque chose de plus décidé. Comme quelqu'un qui avait attendu de savoir et qui savait maintenant. Le Kestrel part quand? Dans 3 semaines. Je serai là. Elle reprit sa marche. Il la regarda partir, sa façon de tenir le livre, le dos droit, la certitude dans chaque pas, et pensa que l'amiral Dobrescu avait eu raison sur un point. Elle était la meilleure qu'ils avaient. Épilogue. Pont principal du HSF Kestrel 3 semaines plus tard. Le Kestrel décollait au lever du soleil de Terra Nova. Dans la salle de messe, Kepler montrait à Priya les calculs de la trajectoire en gesticulant. Priya l'ignorait poliment et répondait à des messages de Ketriaran. Samir était déjà à sa station, les mains sur les commandes, les yeux sur les étoiles. Rémi préparait son poste médical avec la minutie rituelle de quelqu'un qui préfère ne pas avoir à l'utiliser mais qui sait qu'il l'utilisera. Yuki était déjà dans les entrailles du vaisseau, parlant à ses moteurs dans un dialecte qu'elle était seule à comprendre. Sarah Martin arriva sur le pont principal et s'arrêta à côté de Moreau. « Destination confirmée, dit-elle. Système de Karat. Civilisation des Vetsori ou ce qu'il en reste. Ils ont lancé un appel de détresse il y a 6 semaines, puis plus rien. Comme s'ils avaient eu peur d'avoir demandé. Peur pourquoi? Espérer quelque chose et d'être abandonnés encore. Sarah réfléchit. Et on va leur montrer qu'on ne les abandonne pas. C'est tout ce qu'on sait faire de bien. La coupole de navigation s'ouvrit sur le vide. Lyra Varch entra sur le pont. Déposa son livre à sa station. Se retourna brièvement vers le hublot Terra Nova qui rétrécissait, les lumières de la planète s'atténuant à mesure que la distance grandissait. Puis elle tourna les yeux vers l'avant. Vers les étoiles. Prêt, dit Moreau. Prêt, dit l'équipage. Le HSF Kestrel cabossé, réparé, légèrement asymétrique, avec une tourelle ventrale qui avait un biais de 0,003 degrés que personne n'avait finalement voulu corriger, accéléra vers les étoiles. Sur les réseaux galactiques, dans les années qui suivirent, les historiens débattraient longtemps de la signification de la bataille de Korat. Certains la décriraient comme le début d'une ère nouvelle. D'autres comme le premier chapitre d'une guerre plus longue. D'autres encore comme la preuve que la politique galactique pouvait changer lentement, douloureusement, mais réellement. Ce sur quoi tout le monde s'accordait, cela avait commencé avec un vaisseau seul au-dessus d'une colonie minière sans importance. Avec un capitaine qui avait coupé la communication avec son état-major. Et qui avait décidé. Partout dans la galaxie, dans des centaines de systèmes, d'autres capitaines lisaient les rapports de Korat. Certains les archivaient. Certains les ignoraient. Et certains, pas beaucoup, mais assez, les lisaient 2 fois. Et commençaient à se poser la même question. Et si c'était moi qui me trouvais là? Fin de l'histoire. Les flammes de l'aube galactique, univers de la Fédération terrienne unie.